Ramasse-la, gamin. J'ai dit ramasse-la avant que je t'apprenne ce qui arrive aux types comme toi qui font les malins avec l'autorité. Les mots n'ont pas seulement résonné. Ils ont glacé l'air. Chaque son à l'intérieur de la supérette du quartier du Panier à Marseille est mort d'un seul coup. Le bourdonnement du réfrigérateur, les bips doux de la caisse enregistreuse, le bavardage discret des clients. Tout est devenu silencieux alors que le sergent Luc Hernandez, un vétéran de la police nationale hors service, dominait un homme qui n'avait pas dit un mot en retour. L'homme était Karim Dubois, vêtu d'un costume gris, portant encore la dignité calme de quelqu'un habitué à commander un prétoire. Mais à cet instant, personne ne voyait cela. Il ne voyait que sa peau. Sa carte de crédit gisait sur le sol entre ses chaussures, tombée de sa main quelques instants plus tôt. Et ce policier, le visage rouge d'un pouvoir mal placé, lui ordonnait de s'agenouiller pour la ramasser. Karim resta immobile, son pouls lent, ses yeux fixés sur ceux du policier. Il n'était plus simplement dans un magasin. Il se tenait au cœur de l'histoire. Dans ce silence chargé, il pouvait entendre la voix de son grand-père. 50 ans en arrière, la nuit où des policiers l'avaient sorti de leur voiture dans une cité de la banlieue lyonnaise. Les mains en l'air, non armé, plaidant toujours son innocence. Son grand-père n'est jamais rentré à la maison. Ce souvenir avait forgé l'homme que Karim était devenu. Diplômé de l'École nationale de la magistrature. Un juge fédéral. Un homme qui croyait que la justice était la seule arme digne d'être portée. Mais maintenant, sous les dures lumières fluorescentes de la supérette, la justice semblait être un fantôme. Observant, attendant, silencieuse. Sofia Benali, la caissière, se figea derrière le comptoir. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Tremblant, elle voulait dire quelque chose. Mais le regard dans les yeux d'Hernandez. Une sorte de fureur qui défiait quiconque de le contester. La maintint immobile. Un adolescent près du rayon des snacks. Léo Martin leva lentement son téléphone, la main tremblante, essayant de ne pas attirer l'attention. La lumière rouge clignota. Le monde était sur le point de voir. Monsieur, dit Karim d'une voix égale. Chaque syllabe choisie avec un contrôle chirurgical. Vous faites une erreur. Hernandez ricana. Aucune erreur, mon pote. Je reconnais les cartes volées quand j'en vois une. Tu crois que tes beaux vêtements trompent quelqu'un? Mets-toi à genoux et ramasse-la. L'insulte était plus profonde qu'Hernandez ne pouvait l'imaginer. S'agenouiller. Ce mot portait des générations de douleur. Le grand-père de Karim avait refusé de s'agenouiller. Lui aussi, et cela lui avait coûté la vie. La mâchoire de Karim se serra. Mais il ne bougea pas. Son cœur battait dans sa poitrine comme le tic-tac lent d'une horloge de tribunal. Les autres clients regardaient, effrayés d'intervenir. Une femme âgée murmura « Mon Dieu, pas encore », tandis qu'un autre marmonnait « Il devrait juste faire ce que le policier dit ». L'air était épais de jugement et de peur. Une vieille danse que Marseille avait vue trop de fois. Hernandez fit un pas de plus. Ses bottes grinçant sur le carrelage. « Tu te crois meilleur que moi, hein ?» Sa main tressaillit près de sa hanche. Pas sur une arme, mais par instinct. Karim ne scia pas. Il dit simplement « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit. Laissez-moi juste payer et rentrer chez moi. » Pas avant que je le dise. Aboya Hernandez. Sa voix se brisa avec quelque chose de plus que de la colère. C'était de l'insécurité. Le genre né d'années dans un système qui lui avait appris à craindre les personnes même qu'il avait juré de protéger. Sofia trouva enfin sa voix. « Monsieur l'agent, s'il vous plaît, il n'a rien fait. Il m'a juste donné sa carte. J'ai vu. » Silence, lança Hernandez, la pointant du doigt comme si elle était une complice. « Tu veux perdre ton travail? Toi aussi ?» La pièce se rétrécit autour d'eux. La carte de Karim était toujours là. Petite, silencieuse, et brillante sous la lumière bon marché. Mais il ne s'agissait plus de la carte. Il s'agissait de dignité. C'était un test qu'il avait été forcé de passer toute sa vie. Karim glissa lentement la main dans sa veste. Non pas pour la carte, mais pour son portefeuille. Il le posa sur le comptoir et l'ouvrit, révélant son permis de conduire. Sa carte d'identité. Mais il ne montra pas encore sa carte de magistrat. Il voulait voir jusqu'où cet homme irait. « Monsieur l'agent, dit-il doucement, vous envenimez une situation qui n'existe pas. » La lèvre d'Hernandez se retroussa. « Tu crois que je ne connais pas votre genre? Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Vous, les gens, vous jouez toujours les victimes. Toujours. » Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. La caméra de Léo captait tout. La posture d'Hernandez, son agression, les veines palpitant à son cou. L'immobilité de Karim rendait la scène encore plus insupportable. C'était comme assister à la collision de deux mondes. Le pouvoir bâti sur la peur contre le pouvoir bâti sur la discipline. Quand Hernandez finit par se baisser et ramasser lui-même la carte sur le sol. Il la claqua sur le comptoir et dit « Allez-y, payez, mais ne croyez pas que je vais oublier votre visage. » Karim soutint son regard une longue seconde. « Vous vous en souviendrez, dit-il calmement, pour des raisons que vous ne pouvez pas imaginer. » Puis il paya, prit son sac et sortit. Calme, délibéré, laissant le silence derrière lui comme un verdict.
La cloche de la porte tinta alors qu'il entrait dans l'air frais de Marseille. Mais derrière lui, quelque chose avait déjà commencé à se défaire. Léo posta la vidéo. Sofia ne put dormir et Hernandez, secoué mais défiant, appela son vieil ami, le commissaire Alain Roche. J'ai un problème, dit Hernandez. Un type essaie de me faire passer pour un salaud. Il prétend que je l'ai harcelé. Roche rit, le genre de rire qui portait une histoire. Ne t'inquiète pas, je te couvre, comme toujours. Cette simple phrase, désinvolte et cruelle, mit tout en mouvement. Karim rentra chez lui, les poignets endoloris là où Hernandez l'avait saisi, les marques rouges formant de légères ecchymoses. Il s'assit à son bureau dans son appartement du Vieux-Port. Les murs tapissés de livres de droit et de diplômes encadrés. Son fils Yanis entra, le sac à dos sur une épaule. « Papa, qu'est-il arrivé à ta main ?» Juste un malentendu, dit doucement Karim, mais à l'intérieur, il savait que ce n'était pas le cas. C'était une blessure plus profonde que la peau. Un rappel qu'aucun titre, aucune robe, aucun diplôme de droit ne pouvait protéger un homme d'origine maghrébine des préjugés. Cette nuit-là, il ouvrit son ordinateur portable, se connecta à Projet Vigie, l'application qu'il avait conçue pour surveiller les fautes policières à l'échelle nationale, et commença à entrer les détails. Il ajouta le nom du sergent Luc Hernandez. En quelques minutes, les données affluèrent. 52 plaintes, 67% contre des individus d'origine nord-africaine. 60% de ces arrestations n'ayant jamais abouti à des poursuites. Les chiffres brillaient comme la preuve d'une maladie que trop de gens refusaient de nommer. Karim téléchargea la photo de son poignet, le lien horodaté de la vidéo de Léo et la déclaration de Sofia. Il ne le fit pas par colère. Il le fit par devoir. Envers son grand-père, envers son fils, envers la vérité. Il ne le savait pas encore. Mais ce simple acte allait ébranler les fondations même du système policier français. Alors que minuit sonnait, Karim ferma son ordinateur portable et regarda une photo encadrée sur son bureau. Son grand-père souriant dans un uniforme usé d'une autre époque. Il murmura, « Je finirai ce que tu as commencé. » De l'autre côté de la ville, dans un bureau sombre de l'hôtel de police, le commissaire Alain Roche fixait un message sur son téléphone. Plainte déposée par Karim Dubois. Son visage s'assombrit. « Pas cette fois, marmonna-t-il, supprimant le dossier avant qu'il ne puisse atteindre l'IGPN. L'inspection générale de la police nationale. « Je te l'ai dit, Luc, je te couvre. » Et à cet instant, deux chemins se croisèrent à nouveau. L'un bâti sur la vérité, l'autre sur la corruption. La guerre pour la justice à Marseille venait de commencer. 3 jours plus tard, l'air à l'intérieur du siège de l'IGPN avait un froid vicié. Le genre qui s'infiltre dans vos os et ne vous quitte jamais. Le sergent Luc Hernandez était assis sur une chaise grise et étroite devant le comité d'enquête. Son uniforme impeccable, la mâchoire serrée. En face de lui se trouvait l'inspectrice Isabelle Fournier. Ses yeux perçants impassibles, qui tapaient silencieusement des notes, enregistrant chaque hésitation, chaque lueur de culpabilité. Hernandez parla avec l'assurance d'un homme qui avait subi des centaines d'interrogatoires. « J'ai suivi mon instinct, dit-il sèchement. Le type avait l'air nerveux. Il correspondait au signalement d'un suspect de vol dont on nous a parlé la semaine dernière. J'ai agi pour prévenir un crime. » Fournier ne s'y a pas. Vous étiez hors service, sergent Hernandez, et l'homme que vous avez accusé, Karim Dubois, n'a aucun casier judiciaire. Vous lui avez arraché sa carte des mains, l'avez jeté par terre et lui avez ordonné de s'agenouiller. Expliquez-moi ça. Les lèvres d'Hernandez se serrèrent. Vous ne connaissez pas la rue comme moi. 20 ans dans la police vous apprennent des choses que vos manuels n'enseignent pas. L'instinct vous maintient en vie. Instinct ou préjugé, demanda Fournier. Les yeux d'Hernandez se tournèrent vers elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Fournier appuya sur un bouton. La pièce se remplit du son de sa propre voix provenant de la vidéo du magasin. Ramasse-la, gamin. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel jugement. La mâchoire d'Hernandez se crispa. Cette vidéo est sortie de son contexte. Fournier ne répondit pas. Vous avez raison, le contexte est important, dit-elle en se penchant en arrière. Et le contexte, c'est un homme qui a 52 plaintes déposées contre lui. 67% concernent des individus perçus comme arabes. Savez-vous ce que ça donne comme image, sergent Hernandez ? Ça donne l'image que je fais mon travail. Rétorqua-t-il. Je patrouille dans des zones à forte criminalité. Je m'occupe de quiconque enfreint la loi. Fournier fit glisser un graphique imprimé sur la table. Vos rapports d'arrestation montrent quelque chose de différent. 60% de vos arrestations n'ont jamais abouti à des poursuites. Pourquoi donc, sergent ? Il s'agita sur sa chaise. Ce n'est pas de ma faute. Le procureur classe les affaires sans suite. Vous savez comment fonctionne cette ville. Fournier croisa les mains. Nous savons aussi que le commissaire Alain Roche a validé tous vos examens disciplinaires. Absolument tous. Le silence d'Hernandez en disait long. Au bout du couloir, derrière la porte verrouillée d'un bureau, Alain Roche parcourait ses emails sur son ordinateur.
supprimant les uns après les autres les alertes internes concernant la plainte déposée par Karim. Signalée par le conseil de surveillance de la justice. Il les supprima toutes, puis tapa un message sur son téléphone. Réglé, reste silencieux. Quelques instants plus tard, Sofia Ben Ali reçut le texto. Ses mains tremblaient en le lisant. Arrête de parler ou tu perds ton travail. Le message n'était pas signé, mais elle savait de qui il venait. Elle éteignit son téléphone et ferma les stores de son petit appartement au-dessus de la supérette, murmurant une prière pour sa protection. Pendant ce temps, à Marseille, Karim était assis à son bureau à domicile, entouré de piles de dossiers et d'un ordinateur portable ouvert affichant l'interface de son application. Projet Vigie. Son fils Yanis s'appuyait contre le cadre de la porte, observant son père avec une admiration silencieuse. « Tu vas vraiment t'attaquer à la police nationale, n'est-ce pas ?» demanda le garçon. Karim sourit faiblement. « Je ne m'attaque pas à eux. Mon fils, je leur demande de rendre des comptes. » Sur son écran, les données étaient indéniables. Le nom d'Hernandez surligné en rouge à côté de rangées de statistiques qui parlaient plus fort que n'importe quel argument de prétoire. 52 plaintes de citoyens, 12 enquêtes internes, 0 condamnation, toutes classées pour manque de preuves. Le schéma était clair, accablant et familier. Ces chiffres ne mentent pas, murmura Karim. Mais les gens essaieront de les enterrer. Ils le font toujours. Il cliqua sur un onglet affichant des données plus larges. Statistiques nationales de la police pour 2024. Les individus perçus comme noirs ou arabes contrôlés 20 fois plus souvent. 32 policiers mis en examen pour homicide sur plus de 1000 morts. Karim expira lentement, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux fatigués. Tu vois ça, Yanis? C'est pour ça que j'ai créé cette application. Pour que l'histoire de personne ne disparaisse plus jamais dans le tiroir d'un rapport. Yanis hocha la tête, la voix basse. Papy serait fier. Karim fit une pause. Ton grand-père, dit-il, n'avait pas de téléphone pour enregistrer ce qui s'est passé. Le monde a simplement cru la parole du policier. Mais plus maintenant. Nous avons des preuves maintenant. La vérité a des témoins. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Le message était court. Venimeux. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Arrête avant de perdre plus que ta fierté. Karim le fixa longuement, puis verrouilla le téléphone et regarda par la fenêtre vers les lumières de la ville. Le vieux port brillait au loin, vivant et agité, une ville qu'il avait à la fois élevée et meurtrie. Il murmura pour lui-même. Vous pouvez me menacer, mais vous ne pouvez pas me faire taire. De retour au siège, Hernandez sortit en trompe de la salle de l'IGPN. Claquant la porte derrière lui, Fournier échangea un regard avec son collègue. Il ment, dit le collègue, on le sent. Fournier hocha la tête, et il est protégé. Elle se tourna vers la fenêtre donnant sur la ville. Trouvez tout ce que vous pouvez sur le commissaire Roche. Cette nuit-là, dans le calme de son bureau, Roche appela Hernandez. Écoute-moi attentivement, tu ne risques rien. Je vais m'assurer que cette plainte ne voit jamais le jour. Hernandez expira de soulagement. Je te revaudrai ça, mec. Tu me le dois déjà, répondit Roche, son ton sombre. Tu te souviens de ce qui s'est passé en 2009. N'est-ce pas? Tu m'as couvert à l'époque. Je te renvoie l'ascenseur. Il y eut une pause. Et si ce type, Dubois, insiste? Demanda Hernandez. Alors on ripostera plus fort. Ricana Roche. Tu oublies qui dirige ce service. Mais il sous-estimait Karim. La même nuit, Karim soumit un témoignage formel à l'IGPN. Il détailla l'incident avec précision. Chaque mot, chaque action, accompagné de photos horodatées des ecchymoses à son poignet et d'une déclaration notariée de Sofia. Mais il omit délibérément un fait. Son identité de juge fédéral. Il voulait que son cas soit jugé sur la vérité. Non sur son titre. Dans sa déclaration, il écrivit « Aucun homme, quel que soit son uniforme ou son insigne, ne devrait avoir le pouvoir d'en humilier un autre sans conséquence. » C'était à la fois une preuve et une déclaration. Le lendemain matin, Léo Martin, l'adolescent qui avait filmé la vidéo, téléchargea une version plus longue en ligne. En quelques heures, elle se propagea sur les réseaux sociaux. Les hashtags n'étaient pas nécessaires. Les images parlaient d'elles-mêmes. L'agression d'Hernandez, le sang-froid de Karim, le silence stupéfait des témoins. Les médias s'en emparèrent. L'IGPN fut forcé de rouvrir le dossier. Cette fois sous le regard du public. À l'intérieur du commissariat, la tension montait. Les policiers chuchotaient à propos de la vidéo. Certains dégoûtés, d'autres sur la défensive. Le mec l'a bien cherché. Marmonna l'un. On ne répond pas à un flic. Répondit un autre à voix basse. Ça ne ressemblait pas à une réponse. Pour moi, le mur bleu du silence commençait à se fissurer. Fournier, en revoyant les images, dit à son collègue. Quel que soit ce type, il est plus malin qu'il n'en a l'air. Calme, posé, il n'a jamais élevé la voix. Comme s'il avait déjà fait ça avant. Son collègue fronça les sourcils. Peut-être que c'est le cas. De l'autre côté de la ville, Karim rencontra un contact de confiance du ministère de la Justice. Hélène Lambert. Elle avait vu la vidéo aussi. Vous gérez ça correctement,
lui dit-elle, la voix ferme mais stable. Mais soyez prudent, quand vous menacez le pouvoir riposte. Karim hocha la tête. Je suis prêt. Hélène l'étudia. Personne ne l'est jamais vraiment. Plus tard dans la soirée, Roche reçut un appel d'un numéro masqué. Commissaire Roche, dit la voix, calme et mesurée. Nous sommes au courant de l'ingérence dans le dossier Dubois. Supprimez un autre enregistrement et ce ne sera pas seulement votre insigne que vous perdrez. Roche se figea. Il ne reconnaissait pas la voix. Mais elle semblait officielle, fédérale. Cette nuit-là, il resta seul dans son bureau. Un verre de whisky à la main, fixant son reflet dans la fenêtre. Vous ne me faites pas peur, marmonna-t-il, mais ses mains tremblaient au fond de lui. Il savait que le vent tournait. Le système qui l'avait protégé pendant des décennies était sur le point d'affronter quelque chose qu'il ne pouvait pas intimider. Un homme de loi qui maîtrisait toutes ses armes. Et alors que la ville dormait, les premiers fils de la dissimulation commencèrent à se défaire. La justice n'arrivait pas en silence. Elle arrivait avec des reçus, des témoins et des données trop bruyantes pour être ignorées. Karim Dubois ne se battait plus seulement pour lui-même maintenant. Il était sur le point d'exposer tout un système bâti sur le silence. Les règles du jeu avaient changé et pour la première fois, ceux au pouvoir étaient ceux qui avaient peur de ce que la lumière du jour pourrait révéler. Le lendemain matin, Karim entra dans les bureaux de l'IGPN. Non pas en tant que juge, non pas en tant qu'homme d'autorité, mais en tant que citoyen cherchant la justice. Il ne portait ni robe, ni insigne de pouvoir, juste un costume bleu foncé et des yeux calmes qui cachaient la tempête intérieure. Alors qu'il entrait dans la pièce, les lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête. L'inspectrice Isabelle Fournier était assise en face d'une longue table couverte de dossiers, de tablettes numériques et de la transcription imprimée de sa déclaration originale. Une caméra enregistrait depuis le coin de la pièce. Monsieur Dubois, merci d'être venu, commença Fournier, polie mais prudente. Avant de commencer, je dois vous informer que cet entretien est enregistré et peut être utilisé dans des procédures administratives ou pénales. Karim hocha la tête. C'est parfait, je suis venu préparer. Il ouvrit sa mallette et étala des photos des légères ecchymoses rouges encore visibles sur son poignet. Une transcription imprimée de la vidéo que Léo avait enregistrée. Et 2 témoignages écrits, ceux de Sophia et de Léo. Ces mouvements étaient méthodiques, du genre qui rend les enquêteurs nerveux parce qu'ils laissaient entrevoir une maîtrise totale. Tout ce que vous voyez ici est vérifiable, dit-il. Ce que vous en ferez m'en dira plus sur ce service que n'importe quel rapport ne pourrait le faire. Fournier échangea un regard avec son collègue, qui ajusta ses lunettes et parcourut les preuves. Vous semblez familier avec cette procédure. Monsieur Dubois, dit le collègue. La voix de Karim ne vacilla pas. J'ai passé 20 ans dans des prétoires. Je sais comment la vérité est enterrée sous la paperasse. Je suis ici pour m'assurer que cela n'arrive pas. Fournier se pencha en avant. Vous avez dit dans votre déclaration que le sergent Hernandez vous a accusé de vol sans motif. A jeté votre carte de crédit par terre et vous a ordonné de vous agenouiller. C'est exact. Karim hocha la tête une fois. Oui, ces mots étaient « Ramasse-la, gamin ». La pièce tomba dans un silence bref et chargé. Même la posture de Fournier serait dit. L'avez-vous provoqué d'une quelconque manière ? Karim le regarda droit dans les yeux. Non, mais les hommes comme lui n'ont pas besoin de provocation. Ils ont juste besoin d'une cible. À l'extérieur de la paroi vitrée, Alain Roche se tenait là, observant, son expression froide. Il avait insisté pour surveiller la session. Bien que Fournier ne l'ait pas invité, il chuchota à un autre officier. Finis ça vite, je veux que ce soit classé aujourd'hui. À l'intérieur, Karim aperçut son reflet dans la vitre. Mais ne dit rien, il s'y attendait, il avait déjà vu le système se protéger. Quand l'interrogatoire se termina, Fournier tendit la main. Merci, monsieur Dubois, nous allons examiner et donner suite. Karim la serra poliment, rassembla ses documents et quitta le bâtiment sans un mot pour personne d'autre. Mais dès qu'il mit le pied dehors, son téléphone vibra, une alerte de projet Vigie. Une nouvelle anomalie de données avait été détectée dans les archives des fautes professionnelles de la police. Quelqu'un à l'intérieur du système modifiait des fichiers liés à Hernandez. Karim se dépêcha de rentrer chez lui, s'assit devant son ordinateur et ouvrit le tableau de bord crypté de projet Vigie. Il tapa une requête rapide. Hernandez, Luc, suppression de plainte, superviseur lié, l'écran clignota, puis produisit une chaîne de journaux d'accès. 15 dossiers de plainte supprimés. Chaque suppression liée au même identifiant utilisateur. Commissaire Alain Roche. Karim se pencha en arrière, expirant par le nez. C'est donc aussi profond que ça, marmonna-t-il. L'algorithme de surveillance de son application avait détecté les changements quelques minutes après les actions de Roche, laissant une trace numérique qui ne pouvait être effacée. Il croisa les références avec d'autres cas et trouva d'autres schémas de suppression remontant à 10 ans. Même commissaire, même excuse, erreur administrative. Certaines des plaintes supprimées concernaient des fautes graves, des fouilles illégales, des insultes racistes,
Un usage excessif de la force. Il téléchargea les fichiers, les crypte et en stocka des copies sur un serveur privé. Il ne s'agissait plus seulement de l'insulte d'Hernandez. C'était un réseau de corruption construit sur des décennies. Cette nuit-là, Hernandez et Roche se rencontrèrent dans un bar du centre-ville, loin des regards du commissariat. Le faible bourdonnement du jazz ne pouvait couvrir la tension entre eux. Hernandez sirotait un whisky. « Tu es sûr qu'on peut étouffer ça ?» demanda-t-il. Roche ricana. « C'est déjà fait. L'IGPN va se désintéresser. Fournier sait d'où vient son salaire. » Hernandez fronça les sourcils. « Ce type, Dubois, il n'est pas ordinaire. Il y a quelque chose chez lui. » Roche rit. « C'est juste un autre activiste avec un ordinateur portable et un ego meurtri. » Mais Hernandez n'était pas convaincu. « Non, dit-il lentement. Tu n'as pas vu ses yeux. Il avait l'air en contrôle. Comme s'il avait déjà vu ce jeu auparavant. » Roche balaya son inquiétude d'un geste de la main. Même s'il intente un procès, il perdra. On en a enterré de plus gros. De l'autre côté de la ville, Karim marchait dans les rues nocturnes de Marseille. Le bourdonnement de la circulation se mêlant à ses pensées. Il avait vécu ici la majeure partie de sa vie. Mais ce soir, la ville semblait différente, vigilante, à mi-chemin du pâté de maisons. Il remarqua une berline sombre garée trop longtemps près d'une bouche d'incendie. Quand il traversa la rue, elle bougea. Quand il s'arrêta, elle fit de même. Le pas de Karim s'accéléra. La voiture avançait lentement, les phares baissés. Il tourna brusquement dans une ruelle. Le cœur battant, non par peur, mais par calcul. Il se cacha derrière une benne à ordures. Attendit et vit la voiture passer devant l'entrée de la ruelle avant de disparaître. Quelqu'un le surveillait, et il savait exactement qui avait les moyens de faire cela. Il sortit son téléphone, ouvrit Projet Vigie et activa la fonction de traçage, liant son GPS à toutes les caméras de surveillance à proximité. En quelques minutes, l'application captura la plaque d'immatriculation de la voiture, émise par le gouvernement, enregistrée dans un pool de véhicules de la préfecture. « Je t'ai eu », murmura-t-il. Quand il rentra chez lui, Yanis était encore éveillé, faisant ses devoirs. « Papa, pourquoi respires-tu si fort ?» Karim sourit faiblement. « J'ai juste pris le chemin le plus long pour rentrer. » Yanis n'avait pas l'air convaincu. « Tu ne me dis pas quelque chose ?» Karim s'assit à côté de lui. « Mon fils, il y a des moments dans la vie où faire ce qui est juste te met en danger. Mais c'est à ce moment-là que ça compte le plus. » Yanis fronça les sourcils. « Tu n'as pas peur ?» Dit doucement Karim. « Non, mais j'ai peur de ce qui se passera si nous ne nous levons pas. » Il afficha le tableau de bord de Projet Vigie, montrant à Yanis l'écran plein de points de données et de noms. « Chaque point que tu vois ici est une personne. Quelqu'un qu'on a essayé de faire taire. Ce système ne fonctionne que si nous continuons à l'éclairer. Souviens-toi de ça. » Au cours des jours suivants, Karim compila ses preuves dans un rapport confidentiel pour la division des droits civils du ministère de la Justice, le transmettant directement à Hélène Lambert. Elle l'appela en quelques heures. « Karim, c'est sérieux, dit-elle. Son ton bas, si ces fichiers sont réels. Nous sommes face à une dissimulation coordonnée, pas à une faute isolée. Êtes-vous sûr de vouloir être le visage de cette affaire ?» Il répondit sans hésitation. « Si ce n'est pas moi. Alors qui ?» Pendant ce temps, à l'hôtel de police, Roche sentait la pression se resserrer. L'IGPN avait demandé un accès complet à ses journaux après un tuyau fédéral anonyme. L'œuvre de Karim, bien que Roche ne le sache pas encore. Hernandez devenait anxieux, faisant les 100 pas dans les couloirs, transpirant à travers sa chemise. « Tu avais dit que c'était réglé », siffla-t-il lors d'un appel. « Ça l'est, claqua Roche. Contente-toi de t'en tenir à l'histoire. » Mais la confiance d'Hernandez se fissura. Il avait vu son nom se répandre en ligne. Son numéro de matricule en tendance. Ses voisins chuchotaient pour la première fois. Le système derrière lequel il s'était caché ne le protégeait pas. Il le surveillait aussi. Cette nuit-là, Karim reçut un autre message anonyme. « Ils savent qui tu es. Laisse tomber. » Il le lut 2 fois. Puis sourit amèrement. L'ironie ne lui échappait pas. Il disait à un juge fédéral de renoncer à la justice. Il se tourna vers Yanis, qui était assis sur le canapé en train de regarder un match de foot. « Mon fils, dit-il calmement, que ferais-tu si quelqu'un menaçait ce en quoi tu crois ?» Yanis leva les yeux. « Je mettrais les bouchées doubles. » Karim hocha la tête. « C'est exactement ce que je compte faire. » Le week-end, Projet Vigie signala une nouvelle mise à jour. Son propre nom était maintenant sous surveillance par le réseau interne de la police. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. Expirant, « Il monte un dossier », murmura-t-il, mais il ne savait pas que lui aussi en montait un. Et son dossier n'était pas construit sur la peur ou les ragots. Il était construit sur des faits, des témoins et la loi. Il savait que la prochaine étape lui prendrait tout. Sa réputation, sa sécurité, sa paix, mais il était prêt, car dans 3 semaines, le destin le placerait exactement là où il voulait qu'il soit. Dans la salle d'audience 7B. Non pas comme une victime, mais comme le seul homme ayant l'autorité de les juger tous. Tard un soir,
Karim était assis seul dans son bureau à domicile. La lueur de son ordinateur projetant de longues ombres à travers la pièce. Il parcourait des lignes de données de projet Vigie. Des chiffres, des noms, des horodatages, chacun racontant une histoire de préjugés enfouis derrière un langage bureaucratique. Il s'arrêta sur un nouveau rapport que son algorithme avait généré. Indice de disparité des contrôles. Sergent Hernandez, 6,2% de contrôle plus élevé sur les individus d'origine maghrébine. Les chiffres n'étaient pas seulement des données. C'étaient des confessions écrites en code. Il se pencha en arrière, se frottant les tempes, et se murmura à lui-même. Les chiffres ne mentent jamais. Les gens, si. Son téléphone vibra. Un message de Sofia Benali. Je dois vous voir. Pas sûr de parler au téléphone. 10 minutes plus tard, Karim était dans le métro pour le quartier de Sofia. Le chapeau baissé, l'esprit en ébullition. Quand il arriva à son appartement, Sofia avait l'air pâle, effrayée. Il m'a rappelé, murmura-t-elle. Le commissaire Roche. Il a dit que si je continuais à parler, je perdrais mon travail et peut-être plus. Karim prit une profonde inspiration. Vous avez fait ce qu'il fallait. Sofia, vous avez dit la vérité. Mais sa voix tremblait. La vérité ne protège pas les gens comme nous. Karim la regarda dans les yeux. Elle le fera. Pas aujourd'hui, mais elle le fera. Il lui tendit une carte. Appelez ce numéro si quelque chose arrive. C'est un contact du ministère de la Justice. Ils vous protégeront. Sofia hocha la tête, la serrant comme une bouée de sauvetage. Pendant ce temps, à l'hôtel de police, le commissaire Alain Roche était assis dans son bureau faiblement éclairé. Examinant ses rapports falsifiés, il avait supprimé plus de preuves, réécrit des horodatages et ajusté des résumés de plaintes pour que le dossier d'Hernandez paraisse impeccable. Les mensonges semblaient officiels, polis et définitifs, mais la culpabilité lui montait le long de la colonne vertébrale comme de l'électricité statique. Il se versa un verre et fixa une photo de son père. Un pied noir qui avait tout perdu pendant la guerre d'Algérie. Il ne s'était jamais remis de cet exil forcé, et avait instillé en son fils une amertume profonde et un ressentiment tenace. Chaque fois qu'il couvrait Hernandez, chaque fois qu'il classait une plainte, il se disait qu'il équilibrait une balance cosmique que personne d'autre ne pouvait voir. Cette ville me doit la justice, murmura-t-il, sans se rendre compte à quel point les mots étaient devenus tordus. Au bout du couloir, Hernandez faisait les 100 pas comme un homme piégé dans son propre esprit. Il avait surpris Roche parlant à un autre officier plus tôt dans la journée. Des mots qui lui avaient retourné l'estomac. Si cette affaire Dubois explose, avait dit Roche, nous dirons qu'Hernandez a agi seul. Je nierai tout. Maintenant, Hernandez était assis dans sa voiture devant le commissariat, les mains crispées sur le volant, la sueur perlant sur son front. Il va me laisser tomber, marmonna-t-il. L'homme qui avait été son protecteur était prêt à le sacrifier pour se sauver. Hernandez attrapa son téléphone et fit défiler son historique d'appels. Hésitant, il voulait appeler Roche pour exiger sa loyauté. Mais au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. De l'autre côté de la rivière, Karim était assis avec son fils Yanis, essayant d'agir normalement pendant le dîner. Yanis remarqua la distraction de son père. « Papa, dit-il, tu as été silencieux toute la semaine. » Karim sourit faiblement. « Je pense juste à une affaire. » « La même avec le policier, » insista Yanis. Karim hésita. « Oui, mais c'est plus grand maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'un officier. Il s'agit d'un système qui continue de prétendre qu'il ne voit pas ce qui est juste devant lui. » Yanis hocha lentement la tête, essayant de comprendre. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Karim regarda par la fenêtre, son reflet se fondant avec la ligne d'horizon de la ville. Quelque chose auquel ils ne s'attendront jamais. Le lendemain matin, Karim reçut une notification officielle du système judiciaire fédéral programmant sa prochaine affectation de dossier. République française contre police nationale. Division des droits civils. Il se figea, le relisant 2 fois. L'affaire concernait des allégations de préjugés raciaux systémiques, de falsification de données et de violation des droits civils. Et le juge président, avec effet immédiat, était lui. Salle d'audience 7B. Sa poitrine se serra. De toutes les affaires à Marseille, murmura-t-il, ils m'ont donné celle-là. C'était comme si le destin avait frappé à sa porte. Pendant un long moment, il ne bougea pas, puis il ferma le dossier et expira. Soit. Plus tard dans la soirée, son téléphone vibra de nouveau. Un autre numéro anonyme. Cette fois, le message était clair et cruel. Arrête de creuser ou tu perdras tout ce que tu aimes. Une photo suivit. Yanis sortant de l'école. Le sang de Karim se glaça. Il serra le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis appela Hélène Lambert du ministère de la Justice. Il menace ma famille maintenant, dit-il calmement. Vous avez besoin d'une protection rapprochée ? Demanda-t-elle. Non, dit Karim. Si je fais appel à des gardes, ils gagnent. Je protégerai les miens. Soyez prudent, avertit Hélène. Vous avez affaire à des hommes qui pensent que les insignes font d'eux des dieux. En même temps, la conscience d'Hernandez commençait à se fracturer. Il ne pouvait pas dormir.
Il rejouait la scène dans le magasin encore et encore. Sa propre voix, le regard dans les yeux de Karim, le silence de la foule. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était de la reconnaissance. Ce n'était pas n'importe qui, murmura Hernandez, fixant le plafond. Il m'a regardé comme s'il me connaissait, comme s'il voyait à travers moi. Son psychologue l'avait prévenu des années auparavant au sujet de son syndrome de stress post-traumatique non traité suite à son service militaire en Afghanistan. Mais il avait refusé l'aide. Maintenant, tout revenait, la peur, la colère, les visages qu'il ne pouvait pas oublier. Au commissariat, Roche remarqua l'hésitation d'Hernandez et claqua. Tu la fermes. Tu m'entends? L'affaire Dubois est réglée. Mais la voix d'Hernandez était plus calme que d'habitude. Ce n'est pas réglé, c'est juste caché. Roche frappa du poing sur le bureau. Tu penses que tu peux te placer sur un terrain moral maintenant? Après tout ce que j'ai fait pour te protéger? Hernandez le regarda droit dans les yeux. Tu ne m'as pas protégé. Commissaire, tu t'es protégé toi-même. La tension entre eux était assez épaisse pour suffoquer. Les yeux de Roche brûlaient de rage. Si tu te retournes contre moi, je t'enterrerai si profondément que même les médias ne se souviendront pas de ton nom. Hernandez ne répondit pas. Il sortit simplement, fermant doucement la porte derrière lui. Un petit acte de rébellion qui allait bientôt tout changer. Cette nuit-là, Karim s'assit près de la fenêtre, examinant les dossiers une dernière fois. La photo de son grand-père était toujours sur le bureau. Ce même sourire fier figé dans le temps. Ils ont essayé de te faire taire, murmura Karim. Ils ne me feront pas taire. Il ouvrit son ordinateur portable, accéda à la base de données interne de la police une dernière fois et téléchargea chaque fichier lié au commissaire Alain Roche. Chaque document fut crypté et téléversé sur un serveur sécurisé du ministère de la Justice. C'était fait, la vérité était en marche. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra de nouveau. Un autre texto, celui-ci différent. Nous savons que vous êtes le juge. Karim le fixa, le rythme cardiaque régulier. Il n'y avait plus de cachette possible. Les lignes de bataille étaient tracées. Il éteignit la lumière, se pencha en arrière dans son fauteuil et dit doucement à la pièce vide. Alors, je vous verrai dans mon prétoire. De l'autre côté de la ville, Hernandez était assis dans sa voiture, agrippant son insigne. Il savait ce qui allait arriver. Il pouvait soit se taire et être détruit avec Roche, soit dire la vérité et faire face aux conséquences. Pour la première fois de sa carrière, il n'était pas sûr de savoir ce qui était le pire. Et ainsi la scène était prête. D'un côté, un juge armé de preuves et d'une détermination sans faille. De l'autre, un commissaire désespéré pour protéger ses mensonges et un policier piégé entre la culpabilité et la loyauté. La ville ne le savait pas encore. Mais dans quelques jours, les murs du pouvoir à Marseille trembleraient. La salle d'audience 7B était sur le point de devenir le champ de bataille où la justice elle-même serait mise en procès. Le matin du procès se leva gris sur Marseille. Une sorte de calme qui donnait l'impression que la ville retenait son souffle. La salle d'audience 7B bourdonnait d'une anticipation silencieuse bien avant que le marteau ne frappe. Les journalistes bordaient les bancs. Les caméras attendaient à l'extérieur. Et chaque siège était occupé. Des leaders communautaires, des militants et des citoyens ordinaires qui avaient vu la vidéo virale et étaient venus assister au déroulement de la justice. À 9 heures précises, la porte latérale s'ouvrit et Karim Dubois s'avança vers le siège du juge. La salle devint silencieuse. Hernandez se figea sur son siège. La mâchoire de Roche se détendit. Pour la première fois, ils le virent non pas comme l'homme tranquille de la supérette, mais comme l'honorable juge Karim Dubois, du tribunal de grande instance. Il posa ses papiers sur le bureau, regarda par-dessus ses lunettes et dit de ce ton calme et mesuré qui rendait chaque mot lourd de sens. La cour est maintenant en session. Le greffier appela l'affaire République française contre la police nationale et autres. Et le regard de Karim se déplaça vers la table de la défense. Là était assis Hernandez en uniforme, les yeux cernés et nerveux. Et à côté de lui, le commissaire Alain Roche, essayant de paraître composé, mais transpirant visiblement à travers son col. En face d'eux se tenait l'avocate du ministère de la Justice, Hélène Lambert, posée, impassible, sa présence comme une tempête sur le point d'éclater. Hélène se leva la première. Monsieur le juge, commença-t-elle, cette affaire ne représente pas un acte isolé de faute professionnelle, mais un schéma, un système de préjugés et d'abus perpétués sous la protection de l'autorité. Elle se tourna vers le jury. Cliquant sur une télécommande, les moniteurs de la salle d'audience s'illuminèrent de données et d'images. En 2024, les citoyens perçus comme arabes ou noirs étaient 20 fois plus susceptibles d'être contrôlés par la police. Le sergent Luc Hernandez, à lui seul, avait 52 plaintes de citoyens, 67% provenant d'individus d'origine maghrébine. Aucune n'a abouti à une sanction. Pourquoi? Parce que son supérieur, le commissaire Alain Roche, les a enterrés. L'écran afficha un tableau de preuves.
Des analyses de projets Vigie complètes avec des suppressions horodatées et des identifiants de journaux internes remontant au terminal de Roche. Des murmures parcoururent la salle. Hélène continua. Ce que vous allez voir est le coup du silence. La vidéo commença à jouer. Les mêmes images que Léo Martin avait filmées dans la supérette apparurent à l'écran. Le son remplit la pièce. La voix d'Hernandez tonnant. Ramasse-la, gamin. Certains jurés grimacèrent. D'autres se détournèrent. Les mains d'Hernandez se crispèrent sur la table. Roche fixait droit devant lui. La mâchoire verrouillée. Quand le clip se termina, Hélène fit une pause, laissant le silence s'installer. Puis elle dit. L'homme que vous avez humilié. L'homme que vous avez essayé de discréditer? C'était cet homme. Elle pointa du doigt le siège du juge. Un juge fédéral. Un père. Un citoyen de la République française. Karim ne bougea pas. Son visage resta impassible. Mais à l'intérieur, il sentait chaque battement de cœur faire écho au souvenir de ce jour. L'avocat de la défense, Maître Renaud, se leva ensuite. Monsieur le juge, mes clients ont agi par instinct, pas par malveillance. Le sergent Hernandez était hors service, répondant à ce qu'il croyait être une tentative de vol. Le service a commis des erreurs administratives. Oui, mais cela ne constitue pas une intention criminelle. Hélène contre-attaqua immédiatement. L'instinct n'ordonne pas à un homme de s'agenouiller à cause de la couleur de sa peau. L'instinct ne supprime pas 15 dossiers de plainte. Et l'instinct n'envoie pas de texto aux témoins pour qu'ils se taisent ou perdent leur travail. Elle se tourna de nouveau vers le banc. L'intention du commissaire Roche n'était pas de protéger la justice. C'était de se protéger lui-même. Roche fut appelé à la barre. Ses pas étaient lents, mais ses yeux portaient le défi d'un homme qui avait vécu trop longtemps en croyant que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Hélène lui fit face. Commissaire Roche, avez-vous autorisé la suppression de dossiers de fautes internes? J'ai géré les archives conformément à la politique du service, répondit-il. Selon quelle politique? Insista-t-elle. Il hésita. L'examen administratif. Hélène haussa un sourcil. 15 fois, impliquant le même officier. Pratique, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas des détails. Elle se pencha en avant. Alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Elle projeta un email interne. Horodaté, signé, son nom en gras, réglé, reste silencieux. Des murmures remplirent à nouveau la salle. La voix de Roche se brisa. C'était sorti de son contexte. Le contexte? Répéta Hélène. Le contexte, c'est la corruption. Elle regarda Karim. Permission de traiter le témoin comme hostile. Accordé, dit fermement Karim. L'interrogatoire devint brutal. Pendant 30 minutes, Hélène démantela chacune de ses excuses, montrant des journaux falsifiés, des pots de vin financiers, même un précédent rapport de lanceur d'alerte qu'il avait enterré. Le masque de Roche commença à s'effriter. Finalement, frustré, il cria. Vous croyez comprendre ce que c'est? Mon père a tout perdu en Algérie à cause de gens comme eux. J'ai juré que ça n'arriverait plus jamais. La salle d'audience tomba dans le silence. La voix d'Hélène s'adoucit, non par sympathie, mais par gravité. Et combien d'hommes innocents avez-vous punis pour le crime d'un seul homme? Roche n'eut pas de réponse. Il regarda vers Karim, les yeux vacillant entre le défi et la culpabilité. Pour la première fois, il ne vit pas un adversaire, mais le fils de quelqu'un comme l'homme qu'il avait haï. Ensuite, Hernandez fut appelé. Son avocat lui conseilla de ne pas témoigner. Mais il insista. J'ai besoin de parler. Il prit place à la barre. Les épaules lourdes, Hélène demanda. Sergent Hernandez, niez-vous avoir accusé M. Dubois de vol sans motif? Hernandez déglutit difficilement. Non. Niez-vous avoir jeté sa carte par terre? Non. Niez-vous lui avoir ordonné de s'agenouiller? Ses yeux tombèrent. Non. La salle d'audience était immobile. Le ton d'Hélène s'adoucit. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Hernandez hésita. Parce que j'étais en colère. Je suis en colère depuis longtemps à propos des rues. De la guerre. Du boulot. Tout semble être une menace après un certain temps. Il fit une pause. Mais ce jour-là, je l'ai regardé et il n'a pas bronché. Il n'a pas crié ni ne s'est battu. Il m'a juste regardé comme si je ne valais pas l'insigne que je portais. Et peut-être que je ne le valais pas. Depuis le banc, Karim l'étudia tranquillement. Les mots n'étaient pas une absolution. Mais ils étaient la première trace de vérité qu'Hernandez ait jamais prononcée à voix haute. Hélène s'approcha. Sergent Hernandez, êtes-vous conscient que votre commissaire a couvert vos fautes? Oui. Vous a-t-il déjà demandé de mentir? Hernandez hocha lentement la tête. Il m'a dit qu'il s'en occuperait. Que personne ne le découvrirait jamais. Et aujourd'hui, vous le confirmez sous serment? Oui, sa voix tremblait. J'en ai fini de protéger des gens qui ne me protégeraient jamais. Le visage de Roche devint rouge. Menteur, aboya-t-il. Tu serais en prison depuis des années si ce n'était pas pour moi. Hernandez rétorqua. Alors c'est peut-être là que j'aurais dû être. Le marteau du juge frappa une fois. Sec comme le tonnerre. Ordre. Quand la salle se calma, Karim se pencha légèrement en avant. Commissaire Roche, sergent Hernandez,
Ce tribunal n'est pas ici pour régler des rancunes. Il est ici pour trouver la vérité. Et la vérité a enfin parlé. Il fit un signe de tête à Hélène. Poursuivez. La dernière pièce à conviction apparut à l'écran. Une chaîne de mémos internes prouvant l'ingérence directe de Roche dans 23 cas antérieurs. Chaque ligne était un clou dans le cercueil. Au moment où Hélène termina, la défense de Roche s'était désintégrée. Son avocat resta assis en silence, sachant que l'issue était scellée. Alors que les plaidoiries finales commençaient, Hélène s'adressa au jury une dernière fois. La justice n'est pas la vengeance. C'est la correction. Ces hommes croyaient qu'ils pouvaient manipuler la vérité et continuer à porter son uniforme. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire non plus. Sa voix se brisa légèrement. Mais sa résolution ne faiblit pas. Aucun insigne ne se situe au-dessus de la redevabilité. Aucun homme ne se situe en dessous de la dignité. La salle d'audience était absolument immobile quand Karim prit enfin la parole. Son ton était stable, délibéré. La cour va suspendre ses travaux jusqu'à la délibération du verdict. Il se leva, le marteau à la main, et regarda les visages devant lui. Certains craintifs, d'autres pleins de remords, d'autres pleins d'espoir. Puis il dit tranquillement, quand la justice est retardée, l'humanité en paye les intérêts. Le marteau frappa. Le son résonna dans la chambre comme un avertissement final. Un avertissement que ni Hernandez ni Roche n'oublieraient jamais. Et alors qu'il descendait du banc, Karim sut que ce n'était plus seulement un procès. C'était l'histoire en marche, écrite dans la vérité, la douleur et la rédemption. 3 jours plus tard, le verdict tomba comme un coup de tonnerre sur Marseille. La salle d'audience était de nouveau comble. L'air si lourd que même respirer semblait un acte de recueillement. Karim Dubois était assis au banc. Sa robe impeccable, sa posture droite, incarnant en tout point l'autorité calme. La présidente du jury se leva, le papier tremblant légèrement dans ses mains. Dans l'affaire de la République française contre la police nationale, nous, le jury, déclarons les accusés, le sergent Luc Hernandez et le commissaire Alain Roche, coupables de violation des droits civils du plaignant en vertu de la loi. Les mots se propagèrent dans la pièce comme une onde sismique. Des murmures éclatèrent, les journalistes griffonnaient furieusement, et le visage de Roche perdit toute couleur. Hernandez baissa la tête, les yeux fermés, un mélange d'épuisement et de soulagement vacillant sur ses traits. Karim leva le marteau, mais ne le frappa pas encore. Il voulait que le silence respire, que la justice s'attarde avant d'être formalisée. Puis, d'un seul mouvement sec, il abattit le marteau. Le verdict est enregistré. L'écho était final. Hélène Lambert expira doucement à la table de l'accusation. Pendant une brève seconde, ses yeux rencontrèrent ceux de Karim. Pas de mots, juste une compréhension partagée. Karim redressa les papiers devant lui, puis regarda la salle d'audience. Avant que cette cour ne procède à la sentence, je ferai une déclaration. Son ton était formel, mais il y avait quelque chose de profondément personnel dans ses yeux. La loi existe pour restreindre le pouvoir, non pour l'excuser. Ce qui s'est passé dans ce magasin et ce qui a suivi n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix enracinés dans les préjugés, entretenus par le silence et protégés par le grade. La salle d'audience était suspendue à chaque mot. La Constitution ne demande pas la perfection à ceux qui portent l'insigne. Mais elle exige la redevabilité. Et ce tribunal fera respecter cette exigence. Il se tourna d'abord vers Hernandez. Sergent Hernandez, vos actions ont humilié un homme innocent. Vous avez abusé de votre autorité. Et pourtant, ce tribunal reconnaît votre volonté de dire la vérité. Vous avez participé à la corruption. Mais vous avez aussi été la clé pour l'exposer. Cette vérité n'effacera pas le mal que vous avez causé. Mais elle pourra un jour vous racheter. Hernandez hocha lentement la tête, les yeux vitreux. Pour vos actions, vous êtes condamné à une peine de 3 à 5 ans de détention. Avec une éligibilité à la libération conditionnelle après 36 mois. Sous réserve de l'achèvement d'une réhabilitation pour traumatisme et préjugés. Vous êtes condamné à verser une indemnité de 100 000 € à chaque victime vérifiée de votre conduite illégale. Vous perdrez votre pension et tous vos privilèges liés aux forces de l'ordre de façon permanente. Hernandez déglutit difficilement, parvenant à peine à murmurer. Oui, monsieur le juge. Karim le regarda fixement. Pas de pitié, pas de colère, mais une finalité solennelle. La justice doit guérir, non humilier. Vous purgerez votre peine. Et si vous apprenez, alors la justice aura fait son travail. Puis Karim se tourna vers Roche. Commissaire Roche, dit-il, sa voix plus basse, plus lourde, vos crimes sont plus profonds. Vous avez corrompu le système que vous aviez juré de défendre. Vous avez falsifié des rapports, fait taire des témoins et enterré la vérité pour une vengeance personnelle. Il fit une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Vous avez utilisé votre insigne non pas comme un bouclier, mais comme une arme. Ce tribunal ne peut pas et ne passera pas outre. Roche soutint son regard, la fierté vacillant encore sous la ruine. J'ai fait ce que je pensais être juste, marmonna-t-il. L'expression de Karim ne changea pas. La haine déguisée en justice est toujours de la haine. Vous n'avez pas seulement manqué à votre serment.
Vous avez souillé l'institution même que vous prétendez défendre. Son marteau plana au-dessus du bloc un long moment. Vous êtes par la présente condamné à 8 ans de prison ferme et condamné à la déchéance de tous vos droits à la retraite. De plus, ce tribunal recommande que vous suiviez une réhabilitation obligatoire pour les préjugés raciaux et une formation à la redevabilité à votre libération. Les épaules de Roche s'affaissèrent. Le dernier fil de son autorité se dénouant. Vous ne changerez jamais rien, dit-il calmement. Karim le regarda fixement. Je l'ai déjà fait. Après la sentence, Karim ordonna une révision judiciaire de 23 affaires antérieures de la police de Marseille liées à la supervision de Roche. Chacune signalée pour des violations potentielles des droits civils. Il émit également une directive permanente pour que le département mette en œuvre un programme obligatoire de formation anti-préjugés de 50 heures pour tous les officiers. Supervisé par des comités de surveillance civile. La redevabilité n'est pas une punition, dit-il, c'est le fondement de la confiance. Quand la cour leva la séance, la foule à l'extérieur explosa. Des militants applaudissant, des journalistes criant des questions, les flashs des appareils photo illuminant les marches de marbre. À l'intérieur, Karim resta un moment en arrière, rassemblant ses papiers. Il avait besoin de calme. L'adrénaline s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus lourd. Une douleur profonde qui vient après avoir fait ce qui est juste mais en sachant ce que cela a coûté. Il baissa les yeux sur la barre des témoins vides, se souvenant des visages, Sofia tremblant de peur, la bravoure de Léo derrière l'objectif, la confession d'Hernandez, l'amertume de Roche, chacun était un miroir de ce que la justice exigeait de tous. La vérité, aussi douloureuse soit-elle. Plus tard, dans son bureau, Hélène frappa doucement avant d'entrer. Félicitations, monsieur le juge, dit-elle doucement. Vous n'avez pas seulement gagné une affaire. Vous avez créé un précédent. Karim sourit faiblement. Les précédents sont du papier. Ce qui compte, c'est s'ils changent les gens. Hélène hocha la tête. Ils le feront. Vous avez montré que la robe ne protège pas un homme. Elle l'oblige. Elle hésita avant d'ajouter. Vous savez qu'ils vont vous attaquer pour ça. Les médias, les politiciens, peut-être même vos collègues. Karim rit doucement. Laissez-les faire. Je n'ai pas pris ce siège pour être aimé. Ce soir-là, il rentra chez lui à travers Marseille. La ville semblait différente maintenant. Plus lumineuse en quelque sorte. Mais pas naïve. À un coin de rue, il vit des gens rassemblés autour de Léo, qui était interviewé par une équipe de télévision locale. Sofia se tenait à proximité. Regardant, n'ayant plus peur, Karim sourit et continua sa route. Quand il arriva à la maison, Yannis attendait sur le porche. Papa, dit-il, tout le monde parle de toi aux nouvelles. Ils disent que tu as changé le système. Karim posa sa mallette et s'assit à côté de lui. Le changement n'a pas lieu dans un prétoire. Mon fils, il a lieu quand les gens cessent d'avoir peur de dire la vérité. Yannis hocha lentement la tête. Tu n'avais pas peur ? Karim le regarda, les yeux chaleureux. Bien sûr que si, mais le courage n'est pas l'absence de peur. C'est ce que tu fais malgré elle. Ils restèrent assis en silence un moment. Le bruit de la ville s'estompant au loin. Yannis le rompit doucement. Tu penses que le sergent Hernandez était sincère quand il a dit qu'il voulait changer ? Karim réfléchit longuement avant de répondre. Peut-être, et peut-être que c'est suffisant pour commencer. Il leva les yeux vers le ciel nocturne. Une faible lueur des lumières de Marseille se reflétant dans les nuages. On ne peut pas défaire le passé, Yannis, mais on peut lui donner un sens. Avant de se coucher, Karim ouvrit son ordinateur portable et consulta Projet Vigie. L'application était maintenant en tendance nationale. Des milliers de nouveaux utilisateurs s'étaient inscrits, téléchargeant des preuves, partageant des histoires, créant une vague de redevabilité collective. Ça marchait, pour la première fois depuis des décennies. La transparence avait dépassé le silence. Karim ferma les yeux, se murmurant à lui-même. Pour chaque grand-père qui n'a jamais eu son jour au tribunal. Celui-ci est pour toi, mais même dans la victoire. Il n'y avait pas de célébration. Seulement de la résolution. La ville avait commencé à changer. Oui, mais la confiance, Karim le savait, ne pouvait être légiférée. Elle devait être méritée. Et alors que la nuit s'approfondissait sur Marseille, il réalisa que ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début d'une prise de conscience. La justice avait parlé, mais la guérison prendrait des générations. Et pourtant, pour la première fois depuis qu'il était enfant, regardant le cercueil de son grand-père descendre en terre, Karim ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. 3 mois plus tard, Marseille ressemblait à une ville qui expirait après des années à retenir son souffle. Le verdict dans l'affaire République française contre la police nationale n'avait pas seulement secoué le département. Il avait redéfini la redevabilité à travers le pays. Le sergent Luc Hernandez purgeait sa peine dans un établissement fédéral. Fini la bravade, l'arrogance, la fierté défensive. À leur place, une acceptation tranquille. Chaque matin, il participait à des sessions de groupe pour les anciens combattants et les agents des forces de l'ordre luttant contre les traumatismes et les préjugés.
Confrontant des souvenirs qu'il avait passé des décennies à enterrer. Il apprenait douloureusement que la rédemption ne se trouvait pas dans des excuses prononcées à voix haute, mais dans la discipline du changement. Le commissaire Alain Roche, autrefois un homme d'une fierté inébranlable, vivait maintenant dans un petit centre de réhabilitation. Sa femme avait demandé le divorce. Sa pension était partie et l'insigne qu'il chérissait autrefois était devenu un symbole de tout ce qu'il avait détruit. Quand les journalistes demandaient un commentaire, il refusait. L'homme qui faisait taire les autres était finalement à court de mots. Pendant ce temps, la police nationale entamait sa longue ascension vers la réforme. Le ministère de la Justice, sous la supervision d'Hélène Lambert, mit en œuvre les changements ordonnés par le tribunal de Karim. 50 heures de formation anti-préjugés obligatoire pour tous les officiers. Un conseil de surveillance civile avec un pouvoir d'enquête. Et une base de données transparente sur les fautes professionnelles accessibles au public. Les changements ne se firent pas facilement. Certains officiers protestèrent, certains démissionnèrent, mais d'autres restèrent. Et pour la première fois, de jeunes cadets entrèrent à l'académie en comprenant que le serment de servir n'était pas un bouclier contre les conséquences. La décision de Karim avait eu des répercussions dans chaque commissariat, forçant des conversations qui avaient été enterrées pendant des décennies. En même temps, Marseille devint un symbole de ce à quoi la redevabilité pouvait ressembler. Des peintures murales apparurent, l'une montrant le visage de Karim au-dessus des mots. La justice a besoin de témoins. Léo Martin, l'adolescent qui avait filmé la vidéo originale, avait lancé une organisation à but non lucratif appelée Projet L'Objectif, formant les jeunes à documenter l'injustice de manière sûre et éthique. Chaque téléphone peut être une machine à vérité, déclara-t-il à une équipe de télévision locale. Sofia Benali, qui craignait autrefois de perdre son emploi, gérait maintenant sa propre supérette à quelques rues de l'Ancienne. Sur son mur était accrochée une citation encadrée de la décision de Karim. La dignité n'est pas négociable. Chez lui, Karim passait ses matinées différemment maintenant. Il utilisait son temps pour encadrer de jeunes étudiants en droit à travers un programme virtuel appelé les boursiers de projet Vigie. Financé par des dons d'organisations de défense des droits civils. Yanis, maintenant âgé de 16 ans, était devenu le conseiller technique non officiel du programme, améliorant l'application que son père avait créée. Père et fils avaient transformé un seul acte de défi en un mouvement national. Un soir, en examinant de nouvelles entrées de données, Yanis leva les yeux et dit « Papa, ce truc est devenu viral. Les gens à Paris, Lyon, Lille, ils l'utilisent partout. » Karim sourit, les yeux fatigués mais fiers. « Bien, dit-il, la justice appartient à tout le monde, pas seulement aux tribunaux. » Les médias nationaux ne se lassaient pas de lui. Il témoigna devant le Parlement 2 mois après le verdict. Non pas comme un héros, mais comme un réformateur. Son témoignage était calme et mesuré. Nous ne pouvons pas punir pour arriver à la justice. Nous devons reconstruire la confiance par la vérité et la redevabilité. La robe ne me rend pas immunisé. Elle me rend responsable. Ces mots furent rediffusés sur les chaînes d'information, cités dans les éditoriaux et discutés dans les facultés de droit à travers le pays. Pour une fois, la conversation ne portait pas sur la division. Elle portait sur la reconstruction. Un après-midi, Karim visita la tombe de son grand-père. Le cimetière était calme, à l'exception du bourdonnement du trafic lointain. Il se tint devant la pierre tombale et déposa une seule rose blanche. « On l'a fait, papy, murmura-t-il, pas pour la vengeance, pour la réparation. » Il resta là longtemps, laissant le vent emporter ses mots. Ce même week-end, Marseille se remplit de milliers de personnes pour une marche pacifique organisée par Projet L'Objectif. Les gens portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La redevabilité est une forme de patriotisme. Et la justice a besoin de témoins. » Karim se tenait au bord de la foule avec Yanis, se fondant dans la masse. Observant, une femme d'une 50aine d'années s'approcha de lui. Les larmes aux yeux. « Juge Dubois, dit-elle doucement, mon fils a été contrôlé par un officier l'année dernière sans raison. Votre décision a changé la façon dont ils ont géré l'affaire. Ils se sont excusés, ils l'ont relâché. Merci. » Karim hocha la tête. Humble. « Madame, merci d'avoir élevé un jeune homme qui a tenu bon. » Elle sourit et s'éloigna, perdue dans la foule. Alors que le soleil commençait à se coucher, Karim regarda la mer de visages. Maghrébins, blancs, noirs, asiatiques, jeunes, vieux, tous marchant ensemble. La douleur était toujours là. Mais le progrès aussi. Marseille n'était pas guérie, mais elle apprenait à guérir. Yanis leva son téléphone et commença à enregistrer, capturant le moment comme Léo l'avait fait des mois auparavant. « Pourquoi tu filmes, mon fils ?» demanda Karim avec un petit sourire. Yanis répondit « Parce que la justice a toujours besoin de témoins. » Et à cet instant, Karim réalisa quelque chose de profond. La justice n'était pas un verdict. C'était un continuum. C'était chaque vérité dite, chaque caméra levée, chaque voix refusant le silence. Il posa une main sur l'épaule de son fils, les yeux brillants de fierté et d'une tristesse tranquille. « Continue de filmer,
dit-il. Le monde a encore besoin de voir. Alors que le chant de la foule s'élevait dans le ciel du soir. Plus de silence, plus de peur. La caméra balaya les rues de Marseille où la vérité avait été autrefois un murmure mais qui maintenant tenait comme une promesse. Et sur cette note, l'histoire se termina, non pas dans la vengeance mais dans une vision. Une vision née de la douleur. Portée par le courage et écrite pour toujours dans les mots que Karim avait autrefois adressés à sa salle d'audience et maintenant au monde. La justice a besoin de témoins.